Très bien. Bon, eh ben, on va démarrer. Des conférences donc, de la maintenance qui ont lieu maintenant depuis plus d'un an. Hein. Ça a démarré sur les salons du CPM Industrie depuis janvier 2018 avec l'édition de Rouen. Ici, et depuis un peu plus d'un an, le programme de ces conférences n'a cessé de s'étoffer pour s'orienter évidemment vers la maintenance 4.0. C'est un peu le sujet à la mode, mais c'est surtout le sujet qui évoque beaucoup d'interrogations. Et bien souvent, on ne sait pas trop par quel bout le prendre, par quel bout prendre l'industrie du futur, et surtout par quel bout prendre cette maintenance, enfin, cette industrie du futur qui va avoir un impact sur les métiers de la maintenance, tant sur les technologies évidemment que sur son organisation. C'est pourquoi nous avons développé avec, moi-même je suis Olivier Guillon, rédacteur en chef donc, de la revue Production Maintenance, et on a développé avec l'AFIM, l'Association française des ingénieurs de maintenance, donc un programme sur les conférences. L'idée c'est de vous montrer un peu qu'elle va répondre à vos questions sur la mise en place de nouvelles technologies, mais aussi la manière de prendre un projet, comment prendre ce projet à bras-le-corps, et tout l'impact humain également que ça peut avoir. Donc on va commencer par une présentation, une session inaugurale avec Rockwell Automation et Olivier Pierlot, donc le directeur directeur technique de Rockwell Automation en France, et Bruno Barbanson, un consultant en stratégie de maintenance qui parcourt le monde, l'Europe entière, le monde, pour découvrir et mettre en place des méthodes dans les usines. Donc je vais vous laisser la parole sur la transformation digitale, la maintenance connectée, et comment mettre en place tout ça, quelles sont les différentes briques, les différentes étapes pour réussir sa maintenance connectée. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux, hein. Ça veut dire que le thème intéresse. On va voir si à la fin vous seriez satisfait de ce qu'on aura présenté. L'idée, c'est pas de rentrer dans tous les détails, mais l'idée, c'est de vous expliquer un peu les concepts. La façon dont nous, en tant que fournisseurs et constructeurs, on implémente un certain nombre de technologies et de solutions pour pouvoir accompagner la digitalisation et les transformations digitales des entreprises. On va vous parler bien sûr de l'industrie du futur et des nouveaux défis. On va parler de la maintenance connectée, c'est le sujet numéro 1, sa mise en œuvre, et puis quelles sont les différentes approches et quels sont surtout les bénéfices pour les entreprises bien entendu, mais aussi pour les mainteneurs, c'est-à-dire pour les gens dont c'est le boulot de tous les jours de faire en sorte que l'usine tourne et la meilleure efficacité. Alors, juste un petit zoom sur Rockwell Automation. Donc Rockwell Automation, c'est une entreprise qui est plus que centenaire, hein. Au départ, c'était la société Allen Bradley. C'est un fournisseur de rang mondial, numéro 2 dans l'automatisme industriel. Donc je dirais, on a une très très forte expérience de l'automatisation. On a accompagné nos clients depuis, j'allais dire maintenant presque des générations. Et on a je dirais une gamme qui s'est étoffée et qui va vers maintenant justement l'intégration de plus en plus de logiciels. Et pour ça, on a en fait créé des partenariats avec des sociétés de renom comme Microsoft et également PTC et Cisco. PTC, je ne sais pas si ça vous parle, mais ce sont des gens qui sont par exemple dans la réalité augmentée, ce sont des gens qui aujourd'hui travaillent beaucoup par exemple dans l'aéronautique, proposent des solutions, je dirais, qui permettent de compléter l'offre Rockwell Automation. C'est-à-dire c'est vraiment la raison pour laquelle on a fait un partenariat et avec Cisco sur la partie digitalisation et avec Microsoft sur la partie data. Et PTC sur la partie outils, réalité virtuelle, adaptation au monde de la maintenance de maintenant et du futur.
Alors on parle de l'industrie du futur, mais moi j'aurais tendance à vouloir parler de l'industrie d'aujourd'hui. Et on va donc se concentrer sur le sujet qui concerne l'industrie d'aujourd'hui, parce que le challenge de la digitalisation, c'est pas pour se faire plaisir qu'on crée de la digitalisation dans les entreprises, qu'on essaye de faire des entreprises connectées, de la partie informatique jusqu'à la partie, enfin de la partie automatisme jusqu'à la partie informatique. On essaie de relier les données entre elles et de les exploiter au mieux. On fait ça pour être compétitif. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Aujourd'hui, on est en compétition mondiale. On est dans un monde qui est totalement ouvert face à des gens où on est comparé par rapport à des coûts de revient de l'être humain, j'allais dire. Donc aujourd'hui, même si ça peut faire peur, la digitalisation, c'est plutôt quelque chose qui va nous aider à vivre correctement et à continuer finalement sur des générations à produire mieux et produire de manière plus efficace. Donc c'est l'évolution aussi des marchés. La digitalisation, en fait, c'est une partie, je dirais, qui est liée à l'évolution de l'industrie. Les marchés évoluent, les marchés demandent par exemple beaucoup plus de réactivité, être capable de faire des changements de format de production de manière presque instantanée, sans forcément, je dirais, être obligé d'arrêter les machines. On a beaucoup d'impact de la demande du consommateur sur la production. Et je pense que vous savez que de plus en plus, on demande de la souplesse. La souplesse, évidemment, pour les mainteneurs, mais pas seulement, aussi pour les machines, pour les logiciels, être capable de s'adapter. On a une offre technique et technologique qui évolue aussi. On pourrait croire que l'évolution technologique dans le domaine industriel va vers la simplicité. Ça va vers la simplicité pour l'utilisateur, mais ça ne va pas vers la simplicité sur la technologie en elle-même. Et contrairement à ce qu'on pense, on a besoin d'experts. On a besoin de gens qui sont extrêmement pointus. On a changé un peu de catégorie où, dans le passé, on avait en fait des mainteneurs de premier niveau, on avait des gens, je dirais, niveau supérieur, niveau 2, et niveau 3, c'était les experts, le gourou absolu. Aujourd'hui, on a tendance à avoir de moins en moins dans les entreprises d'experts de niveau 2. Et comme l'offre technique se complexifie, nous on le voit parce qu'en fait, l'intégration d'un certain nombre de technologies dans nos systèmes d'automatisme, par exemple, nécessite d'avoir une connaissance profonde des métiers et de l'expertise qui, quelque part, n'existe que chez le constructeur ou chez des supports de maintenance externes experts. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment une évolution. On croit que la technologie devient plus simple. Elle devient peut-être plus simple à diagnostiquer et à maintenir, mais à développer et à intégrer, c'est devenu assez complexe. Parce que justement, la digitalisation va couvrir l'ensemble de la gamme, de la partie capteur jusqu'à la partie informatique. Et là, ça veut dire que le spectre de connaissances et de compétences devient extrêmement large. On a une dimension... Enfin, il y a aussi des nouveaux modèles d'organisation dans les entreprises. On voit que les hiérarchies sont de plus en plus plates, on travaille de manière plus collaborative et on va chercher justement à bénéficier du retour d'expérience d'autres sites de production. Donc il va y avoir un côté échange de données qui est au cœur de la digitalisation. On a une dimension sociétale. Les recrutements qu'on va faire aujourd'hui vont être de la génération Y, qui ont une approche dans la façon de travailler qui est totalement différente de la façon d'aborder les problématiques. C'est ce qu'on appelle les digital natives. Ce sont des gens qui, naturellement, ont une façon de fonctionner avec le digital que nous, on n'avait pas forcément. Moi, j'ai 55 ans. Quand j'ai commencé à travailler, je n'avais pas de téléphone portable, je ne regardais pas Facebook et ce genre de choses. Donc, on était amené à s'adapter. Eux, c'est devenu, je veux dire, un réflexe naturel chez eux. Donc, la notion de digitalisation, pour eux, ça leur parle. Par contre, la façon de travailler, la façon de s'impliquer, de travailler de manière collective et même le temps passé au travail est différent de celui qu'on avait nous. Et puis, bien sûr, dans tout projet, je dirais, sociétal, aujourd'hui, la dimension de l'environnement et de l'écosystème sont des choses fondamentales, prises en compte systématiquement. Et donc, ça, bien sûr, ça imprègne le monde de l'industrie qui, aujourd'hui, prend en compte tout cet aspect écosystème et environnement. Bon, c'est à moi.
Alors, par rapport à l'introduction que Olivier vient de faire, je vais revenir un peu à des concepts peut-être un peu plus terre à terre. Un peu plus terre à terre. Qu'est-ce qui gère, pardon. Juste parler un peu plus fort, plus près du micro. Pas de souci. Quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui va gérer quels sont les drivers d'une entreprise aujourd'hui? Donc on les a mis au-dessus. Qu'est-ce que souhaitent nos clients en premier, c'est vrai, mais les industriels mettent une mise sur le marché plus rapide de leurs produits. Un coût de possession plus bas, TCO. Amélioration de l'utilisation des assets. Comment peut-on utiliser les assets d'une manière la plus optimisée possible ou la plus rentable possible? Et enfin, autour de ça, comment on manage tous les risques? Les challenges qui sont face à ça, c'est au jour d'aujourd'hui l'écart de compétences. Alors, ce que Olivier appelle l'écart de compétences, c'est de plus en plus une perte de compétences. Je vais me placer dans les vieux, si j'ose dire, mais les plus anciens partent. Et très souvent, on trouve des entreprises, en France je ne sais pas trop, mais dans beaucoup de pays, on trouve des entreprises qui ont perdu les compétences essentielles, en particulier en maintenance. Vieillissement des assets, de moins en moins de CAPEX, ça veut dire qu'il faut utiliser l'asset de plus en plus longtemps. Et on voit de plus en plus des usines se transférer d'un pays à un autre, avec les mêmes assets. Des temps d'arrêt non programmés, ça vous connaissez aussi bien que moi. On va demander de restreindre les dépenses, donc de demander une efficacité opérationnelle et des dépenses en maintenance et en opérations qui sont de plus en plus basses. Les risques environnementaux aujourd'hui imposent de plus en plus de contraintes. Je fais entre autres allusion à tout ce qui est pharmacie. Les labos pharmaceutiques avancent de plus en plus avec des contraintes de plus en plus larges. Enfin, les gens de la chimie aussi. Mais de plus en plus des menaces de cyberattaques. Qui parle de réseau va forcément parler de potentielles cyberattaques. Je crois que c'est en juin dernier où une entreprise française bien connue s'est retrouvée face à une déstabilisation de toute sa production, au mois de juin dernier. Tu remontes un peu. Pardon, ça leur a coûté 17 millions d'euros uniquement sur une usine. Et enfin, l'intégration des nouvelles technologies dont Olivier vient de parler, donc l'intégration IT-OT. C'est clair ? Donc si on revient aux objectifs de la digitalisation, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en digitalisation? On repasse en vitesse ce que l'on vient de voir, maximiser l'utilisation des machines. Donc ça veut dire avoir des temps d'arrêt minimisés, limiter le temps d'intervention. On verra quand on analyse le temps d'intervention, tous les mainteneurs sont bien au courant comment se décompose le temps d'intervention sur un problème. Optimiser les performances, on vient de le voir, passer du préventif au prévisionnel, au prédictif. Les Anglais aiment bien le terme prédictif, les Anglo-Saxons. Ce qui n'est pas évident du tout, mais ça demande déjà l'utilisation de data que la plupart des industriels ont entre les mains. L'écart de compétences, c'est toujours pareil, c'est comment on peut traîner les gens, comment on peut les former sur des techniques de plus en plus affûtées, de plus en plus digitales. Et surtout, considérer la maintenance, toutes les opérations de maintenance comme des changements technologiques. Si je vais rapidement sur l'un des premiers challenges qui sont les dollars, pur de le coût. Si on regarde l'analyse d'un coût de possession, donc où il y a les finances, les achats, l'ingénierie et les opérations qui sont concernés systématiquement dans toute installation d'usine. Si vous prenez un greenfield pur et dur, les étapes de vie du greenfield, ça va être effectivement, il y a un début, il faut que je définisse, etc., que j'achète. Le rôle du mainteneur est en milieu de vie ici, commence ici, même s'il est impliqué en amont. Et la fin de vie d'un asset, ce n'est pas forcément l'usine, mais c'est la fin de vie d'un asset. Avec à cheval ici, l'achat des pièces de rechange qui, pour le moment, est encore un sujet un peu trop non considéré. Donc, nous, on va se focuser surtout sur cette partie-là. Donc, la FIAB, la maintenance sur les opérations et l'achat des pièces de rechange. Donc, toujours dans les
Dans l'idée, on va digitaliser. Quels vont être les éléments, les données clés, les datas qu'on va devoir aller chercher pour imaginer l'application d'une digitalisation? On sait qu'on va devoir réduire les dépenses de maintenance. OK. Sur une digitalisation, qu'est-ce qui peut être suivi? Donc, nous, on s'est focusé sur les réparations. Nous, ce n'est pas nous en tant que Rockwell, c'est nous en tant que tous les clients Rockwell nous ont informé qu'ils souhaitent optimiser leurs réparations. Ils nous ont parlé des coûts d'inventaire. Donc l'objectif, ce sera de diminuer les coûts d'inventaire, qui font partie des données clés. Forcément, en conséquence, diminuer le coût des MRO, donc des magasins de pièces de rechange. Comment, avec cette digitalisation, supprimer ou diminuer les temps d'arrêt non programmés en ayant en tête qu'il faut qu'un asset ait un cycle de vie. Et enfin, comment ces assets peuvent-ils être plus performants aujourd'hui plutôt qu'hier? Tout ça, ça nous donne des datas qu'on va devoir chercher et qu'on va devoir analyser. Alors, par une manière, pour eux, ça peut être en local. Si je commence à parler de digitalisation, ça peut être en local, ça peut être en cloud, ça peut être en peu importe la technologie qu'on utilise. Mais déjà, on voit qu'il y a une notion de réseau qui apparaît sur les datas dont on a déjà besoin, qui sont peut-être déjà dans différents CMS, mais qui sont peut-être aussi sur les machines. Et le troisième point, c'est le management des risques. Donc comment on peut faire face? Ce sont des risques qui sont les plus importants remontés par nos clients. Oui, par exemple, typiquement, cyberattaque. Bruno évoquait le sujet d'industriels français qui ont été attaqués récemment. Ils ont perdu des millions et des millions. Ils ont arrêté pendant des semaines leurs installations. Ils ont eu des ransomware. Ils ont eu... Je veux dire, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est extrêmement critique, mais ça ne doit pas être un frein à la digitalisation. Ce qu'il faut, c'est gérer le risque, c'est-à-dire l'anticiper. Il existe des technologies pour éviter justement d'être attaqué, tout en permettant la digitalisation, c'est-à-dire l'interconnexion entre la partie OT, informatique de production, informatique industrielle, et la partie IT, la partie de pilotage de l'entreprise. Et c'est fondamental de pas être comme l'escargot qui rentre dans sa coquille, mais plutôt de voir en face les différents risques que ça représente et comment les contrer. Il existe tout un tas de technologies. Nous on a des experts qui vont vous dire, par rapport à votre design, votre structure, infrastructure, etc., voilà comment il faudrait traiter votre sujet pour garantir que, par exemple, des entreprises extérieures puissent travailler chez vous dans un contexte de développement de votre digitalisation, c'est-à-dire leur donner un accès, sans mettre en risque votre entreprise, mais aussi vos propres ressources internes et aussi permettre à ce que des gens de l'IT puissent accéder à des données de l'OT, etc. C'est fondamental de gérer ce risque, de l'identifier comme un risque, mais de le gérer en amont. Donc, on verra tout à l'heure que dans le cadre d'un projet, c'est une des étapes clés. L'infrastructure, les réseaux et la protection des réseaux. Perte de productivité, en fait... c'est le sujet que j'évoquais au tout début, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on va chercher, c'est en fait avoir un maximum de productivité avec un maximum de flexibilité. Donc pour ça, il faut le prendre en compte, parce que si vous ne prenez pas en compte dans votre technologie, dans votre façon d'implémenter la technologie, le fait que vous allez devoir changer de format de plus en plus et de plus en plus fréquemment, l'impact, ce sera sur la productivité, parce que vous aurez un rendement sur vos installations qui sera relativement médiocre, on va dire, alors que vous cherchez de la performance et de l'optimisation et de répondre presque en flux tendu à vos demandes clients. La non-qualité, bien entendu, on traque la non-qualité depuis très longtemps dans les entreprises, sauf que, je dirais quelque part, plus on multiplie le nombre de recettes, le type de fabrication, etc., plus il faudra être pointu sur la recherche de l'optimisation de la qualité et l'identification de la non-qualité. Et puis, les pertes de compétences, ça a été évoqué déjà par Bruno et moi-même. Aujourd'hui, là où il y avait un expert, le gourou du système d'automatisme ou le gourou je dirais de l'informatique, aujourd'hui,
ces gourous-là partent à la retraite, entre guillemets. Les technologies en plus évoluent et l'objectif en termes de recrutement dans les entreprises, c'est de mettre en place des maintenances de premier niveau et puis faire appel à des experts. Mais les experts ne sont pas forcément maintenant dans les entreprises, c'est plutôt des experts qui seront à l'extérieur. Donc la question, c'est comment on combine notre propre maintenance et la maintenance extérieure qui peut vous permettre d'optimiser vos temps de dépannage, faire en sorte que vous ayez la réponse immédiate à un problème très complexe. Un tout petit mot sur la gestion des risques, au management des risques. Je ne sais pas s'il y a des financiers dans la salle, mais il faut arriver aussi à impliquer le financier en lui faisant comprendre que c'est un niveau de risque acceptable. Quel est le niveau de risque qui est accepté par le technicien, par le financier, par les achats, etc. On parle bien d'un niveau de risque acceptable. Quand Olivier parlait de cyberattaque ou de risque sur le réseau, on n'atteindra jamais le risque zéro, c'est évident. Donc quel est le niveau de risque que l'on est prêt à accepter? Et en fonction de quoi, quelles sont les défenses que l'on devra mettre en place? Moi, je vous engage à en discuter avec vos financiers. Oui, parce qu'effectivement, ta remarque est tout à fait judicieuse. On a eu des industriels qui nous ont dit, en fait, à partir du moment où on n'a pas sécurisé nos infrastructures réseau, les assurances nous ont demandé de payer 3 fois la somme initiale du fait de la recrudescence des cyberattaques. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre à la lettre et en plus ça a un impact financier. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, si vous investissez par exemple dans un audit réseau, c'est quelque chose qui va vous coûter peut-être 10 000 €, plus avec le rapport, plus la proposition d'évolution avec quelques... Bon allez, on va dire maximum tout compris 50 000 €. Mais si vous payez 3 fois le prix de l'assurance, ça vous coûte beaucoup plus cher en fait. Ou si vous subissez une attaque, là on parle de millions. Merci Olivier. Juste un petit rappel sur les faits maintenance. Le chiffre de 20 milliards de dollars qui est affiché ici, c'est le coût des arrêts non programmés, toute industrie confondue, aux US et en Europe. C'est une estimation, hein, ne prenez pas ça comme étant un chiffre pur et dur, c'est une estimation faite par Arc Advisory Group. Ça donne une idée un peu du temps. Ce qui est important là-dedans, c'est de voir qu'en fait, pratiquement la moitié du temps est passé à trouver les ressources. Quand on trouve un problème, quand on fait face à un problème de production, d'une défaillance, pratiquement la moitié du temps est passé à trouver les ressources. Ça veut dire qu'on a encore des compétences sur place pour déterminer la cause. Est-ce que le problème est réel? Quel est le problème quand on le diagnostique? Le reste du temps est passé à trouver la bonne ressource. C'est un fait. Un autre fait, c'est que en moyenne, en général, toujours sur la même surface, le même périmètre, US et Europe de l'Ouest, la maintenance passe au moins 40% de son temps en réactif. Plus ou moins. Ça dépend. L'idéal serait, alors c'est la WCMA, le World Class Manufacturing Association, qui va vous donner l'idéal 15%. Est-ce qu'on peut atteindre ces 15%? C'est parfois un doux rêve, c'est une target, c'est peu importe, mais bon, c'est ce qui est défini par l'association de toutes ces entreprises. On répète un peu ici quelles sont toutes les contraintes que doit subir le mainteneur, et donc la digitalisation devra faire face aussi à ces contraintes. Forcément. En termes de résultats, quand on prend cette fameuse WCM, World Class Manufacturing Association, si on prend les 20% d'usines qui sont classées dans les meilleurs de la classe, ils sont arrivés à avoir, grosso modo, en coût de maintenance, moins 13% en moyenne, annuellement, des temps d'arrêt programmés diminués, une OI qui tourne autour de 89%. Il faut mettre les choses dans leur contexte, hein, ça dépend des industries, bien sûr. Et surtout, le financier, il y a un retour sur les assets, un retour sur investissement qui est plus qu'intéressant. Donc, la digitalisation va devoir tenir compte de ces faits et de l'évolution si on travaille par l'intermédiaire de WCM. Donc, l'idée, avant de passer à des cas concrets et très pragmatiques, l'idée, c'est comment on peut passer d'une maintenance traditionnelle, donc des drivers industriels classiques et qu'on a vu tout à l'heure, sur des drivers qui sont plus business. C'est un peu l'objectif de l'asset management au sens large. Donc, ça veut dire comment on passe de driver.
comment on va donc pouvoir digitaliser ces équipements. Donc on va passer de la partie un peu conceptuelle à une partie plus pragmatique. Comment ça peut se mettre en œuvre? Comme on l'a dit tout à l'heure, le niveau de risque acceptable est différent en fonction des industries, c'est clair, en fonction des services, mais aussi en fonction des process. Dans une même usine, en fonction des différents process, les risques sont différents. Donc, on va tâcher de prioriser un peu les process. Qu'est-ce qui est le plus à risque ou pas? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ou pas envie de faire? Donc, par rapport aux critères qu'on a vus tout à l'heure, quels sont les critères que je vais devoir utiliser pour choisir les chaînes de production, les workshops, peu importe, les endroits où je veux appliquer une digitalisation qui peut m'apporter ces 24% de retour sur investissement, ces diminutions de temps d'arrêt, etc. Donc le but du jeu, c'est de choisir d'abord quels sont les process, qu'est-ce que je vais pouvoir connecter et qu'est-ce que j'ai comme data par derrière. Donc quelles sont les analyses que je vais devoir faire dessus. À ce stade, c'est clair qu'on ne pourra pas choisir d'aller vers la digitalisation et faire tout d'un coup. On sait très bien qu'on n'a pas forcément des investissements à la hauteur de nos espérances quand on est responsable d'un projet de digitalisation. Les entreprises vont vouloir être sélectifs. Donc c'est à nous de vous aider, mais vous aussi, vous savez exactement, avec vos producteurs, en fonction également de vos enjeux industriels, vos enjeux environnementaux et de qualité, dire cet équipement-là, on sait depuis très longtemps qu'il va falloir qu'on le prenne en compte et qu'on aille vers une optimisation tant en maintenance qu'en exploitation. Et on ne pourra pas tout faire en même temps, ça c'est clair. Une fois qu'on a choisi nos assets, quelles sont les données, les datas dont on va avoir besoin, les datas importants. Donc, le réflexe du mainteneur, j'ai besoin de data, donc j'ai besoin d'instrumenter, c'est évident. Donc on a tout ce qui va venir de l'instrumentation sur le terrain, proprement dite, et on va aussi utiliser toutes les historiques de maintenance qui sont, par constat, très riches, il y en a partout, mais qui sont pour la plupart jamais exploités. Tous les datas que vous pouvez avoir dans vos différents CMMS et compagnie ne sont pas tous exploités. Ou alors faites-moi signe, mais je ne crois pas. Donc ça veut dire que chaque service maintenance dort sur un dictionnaire de data qui peut être très 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 riche et très utilisable en termes de digitalisation. Vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Hein. Ouais, juste une petite remarque. L'identification des instruments à mettre en place, on se rend compte en fait, et ça c'est l'expérience, qu'on n'a pas besoin de 50 capteurs pour donner une information qui est pertinente. On s'est rendu compte avec un certain nombre d'assets qui ont été équipés dans le cadre de la digitalisation. On a identifié que 5 capteurs majeurs, identifiés au bon endroit avec la bonne information, en temps réel, va nous permettre d'anticiper par exemple des pannes 2 semaines à l'avance. Là, on voit bien que l'objectif, c'est d'être sélectif sur les assets d'abord, puis sur les données qu'on doit exploiter. Les données, elles peuvent venir de l'historique de maintenance, c'est-à-dire tout l'aspect papier, documentaire, vos données régulières de maintenance, pour lesquels on va être obligé d'extraire un certain nombre d'informations qui pourront être utiles, mais également on instrumentera les équipements. Donc ça va vers effectivement avoir plus d'informations live, mais ces informations-là, on n'a pas besoin d'en avoir 50. 5 suffiront par exemple pour caractériser la situation de votre équipement. Et là, on va développer un peu plus après. Donc, on va devoir mettre en place différentes technologies. Alors qu'on peut lister ici, hein, c'est l'historique, on va parler. Un CMMS, vous avez peut-être SAP, Maximo, je ne sais pas quel CMS vous utilisez, mais est-ce que vous avez déjà des reconnaissances de modèles ou pas? C'est ce qu'on va appliquer pourtant. La nécessité d'une organisation dont parlait Olivier tout à l'heure, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui manage tous les assets dans une entreprise. Tout à l'heure, on a parlé, est-ce qu'on met dans le cloud, est-ce qu'on met en local? Il faut choisir. Les OT, tout le monde les connaît. Et enfin, un agent.
Et on va rentrer plus dans le détail sur ce qu'est un agent, qui est le cœur un des cœurs de la digitalisation du système. Et en fait, le cœur de tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Alors je sais que ça fait un peu peur, l'intelligence artificielle. On a tendance à penser que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme, mais ce n'est pas du tout le cas, hein. C'est une aide très utile, bien sûr, parce que les outils qu'on va utiliser en intelligence artificielle vont faire des choses que nous, on ne pourra pas faire en tant qu'être humain, parce qu'elles vont combiner un certain nombre d'informations à une vitesse relativement efficace et rapide. Mais par contre, ce qu'on va attendre des outils d'intelligence artificielle, c'est d'être capable d'analyser, de prévoir, d'informer, de contextualiser. C'est fondamental. Quand on fait des productions multiformats, il faudra que l'information soit exploitée dans le cadre du format et pas de manière généraliste. Il faudra surveiller, être capable de répondre, d'anticiper et d'auto-apprendre. Donc c'est ça, l'outil d'intelligence artificielle va être là pour répondre à l'ensemble de ces sujets, chose que nous, on ne peut pas forcément en tant qu'être humain et en tant que mainteneur faire en temps réel. Par contre, les outils informatiques nous donnent cette capacité-là et on va développer un peu le sujet à travers la mise en place d'agents. Bien, donc, les agents. Qu'est-ce qu'un agent? Donc la définition, on l'affiche ici, c'est un outil logiciel qui va chercher des modèles de données par rapport au modèle de défaillance. Donc c'est uniquement un simple logiciel qui va comparer ce qu'il connaît avec l'état de ce qu'il retrouve. Quand on dit qu'ils sont autonomes, ce sont des logiciels qui tournent tout seuls dans leur coin, tranquillement. Et on en a de deux types. Celui qui va surveiller la panne, c'est-à-dire qu'il connaît les conditions d'une panne. Donc ça, il est au courant. Donc à chaque fois qu'il va imaginer qu'une panne va arriver parce que les paramètres vont lui dire attention, quand cet événement est arrivé, historiquement, je retrouve quelque chose qui s'est passé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc je risque d'avoir une panne. Et l'agent d'anomalie qui, lui, va surveiller un état qu'il ne connaît pas, un modèle qui n'est pas connu. Comment ça se met en œuvre? Alors ça va se mettre en œuvre, là bon, on a dessiné un process. Ça se met en œuvre par des capteurs comme a dit Olivier tout à l'heure, 5 minimum, enfin parfois plus, parfois moins. L'expérience nous montre que 5, effectivement, c'est l'optimal. Parfois, on est un peu coincé, on en a moins. Mais si le capteur est particulièrement fiable, on n'a pas trop de soucis, on arrive à quelque chose de propre. Donc il faut que l'infrastructure, et je reviens au réseau, soit dimensionnée pour échanger toutes ces données. Quand on va installer des capteurs partout, il faut les mettre en réseau quand même. On va instrumenter, et puis on va capter toutes ces données. D'accord? Qui vont partir, c'est les agents qui vont surveiller toutes les données. Alors, juste un point important, aller vers la digitalisation, c'est impliquer l'ensemble des services de l'entreprise. Et au premier chef, le patron de l'entreprise. Parce qu'en fait, ça doit être un projet d'entreprise. Vous êtes obligé d'associer un certain nombre de services qui vont être fondamentaux dans la définition des objectifs, qui vont être fondamentaux dans la définition des priorités, qui vont être fondamentaux dans la définition du besoin d'investissement et qui vont être fondamentaux dans l'estimation du gain potentiel maximum attendu par l'entreprise et par le chef d'entreprise. Donc c'est fondamental de le voir comme un projet d'entreprise et non le service maintenance va essayer finalement d'améliorer sa maintenance. Ça ne fonctionne pas comme ça ne peut fonctionner que si l'ensemble de l'entreprise travaille ensemble et sous l'égide du patron qui lui donne une impulsion de démarrage du projet. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la fonction d'asset manager. Qu'est-ce que l'asset manager dans une usine? Différentes approches. Donc comment ça marche? Alors, outre le fait qu'effectivement c'est un projet d'entreprise, on va y revenir après. Comment ça marche? Donc je prends mon process tout simplement. Quand ça marche normalement, entre guillemets, le process tourne normalement. On a une lecture des capteurs qui sont transformés en data, qui sont envoyés sur l'agent. L'agent qui compare par rapport au modèle qu'il a. Il reconnaît le modèle, ça marche. Il ne fait rien, il ne bouge pas. Le process tourne normalement.
Là, c'est une surveillance classique, je veux dire. Rien de neuf. Par contre, il se peut qu'il y ait une panne à un moment donné, ou une prévision de panne. À partir du moment où il reconnaît le modèle, pattern recognition, il reconnaît le modèle, il va reconnaître la potentialité d'une défaillance, d'une panne. Okay. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 semaines, il y a 3 mois, il y a 3 ans, les mêmes conditions ou des conditions identiques, au paramétrage près évidemment, ont amené à une panne, à une failure. Donc, il va trouver la signature d'une panne potentielle qui va arriver peut-être dans 1 jour, dans 2 jours, dans 3 jours. Il va envoyer une alerte, il va au secours les mecs, il va se passer quelque chose. Prévoyez quelque chose, prévoyez ça sur un préventif. Voilà, il faut faire quelque chose. Donc là, l'idée, c'est d'anticiper sur une panne qui peut arriver. Bien sûr, si je reprends ton mot d'intelligence artificielle, ce n'est qu'une analyse très rapide des données qui permet très rapidement de se dire attention, le même cas de figure est arrivé il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On peut imaginer qu'avec les multiformats et les contraintes de production avec une grande souplesse, on ait des milliers de formats, disons, de modèles à comparer. Et là, on voit typiquement que l'intelligence artificielle aide l'homme là-dessus. C'est-à-dire que nous, on sera incapable de faire ces comparaisons ou d'identifier même le mainteneur le plus performant, le plus compétent, sera incapable de dire là, on se retrouve dans la situation critique qu'on avait il y a 3 ans sur le même produit, avec la même matière première et dans le même contexte de production. Alors, une des limites du système, c'est qu'un agent est affecté à une panne, entre guillemets, parce que le pattern, le mode de panne, il ne le reconnaît qu'un. Défaut de pression, par exemple. Okay, il ne va pas s'occuper du débit, il ne s'occupe que de la pression. Au jour d'aujourd'hui, on n'en est que là. Ça ne veut pas dire que demain, on aura des agents multifonctions, multipannes, pourquoi pas. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Ça se développe, ça avance à grands pas, très vite. Mais là, on va rester très simple. Ensuite, comment le système va essayer d'auto-apprendre sur une anomalie. Donc, avant de passer à la panne, en général, on voit une anomalie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Toujours pareil, il compare la situation actuelle par rapport au modèle qu'il connaît. D'accord ? Ça sous-entend que tous les modèles vont devoir être développés et digitalisés. Donc ça veut dire que là maintenant, c'est encore du boulot en termes de construction de modèles. On va se retrouver sur une anomalie inconnue. Là, tout ce qu'il peut faire, c'est dire au secours, il se passe quelque chose. Donc il faut lancer une inspection, faire quelque chose parce qu'il y a une situation que je ne connais pas. L'opérationnel va tâcher d'analyser la chose et on va trouver un état. L'état est-il normal, n'est-il pas normal? Et par ce biais-là, il va renseigner le système, qui va renseigner l'agent, qui va lui dire « Ok, finalement, c'est un modèle que je connais. » Ou toi, c'est un nouveau modèle. Donc, on va entraîner l'agent à connaître cette nouvelle situation. Et ce système s'auto-enrichit à chaque fois qu'il trouve une situation anormale. Donc, c'est très long parce que c'est tout un système de paramétrage à mettre en place. C'est un processus itératif qui exige de connaître à la fois le process, mais aussi les contraintes de maintenance. Par contre, c'est un système qui va, grâce à l'intelligence artificielle, utiliser la capacité d'auto-apprentissage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini les modèles types de base, on va dire, après, lui, il va reconnaître qu'il est dans la typologie de modèle numéro 1, numéro 4, etc. Et après, quand il va détecter une anomalie, ce sera juste une implémentation et une amélioration, je dirais, de son modèle, il aura le modèle numéro 3.1 ou 3.2 en fonction de la typologie de production ou la situation de production. Et de ce fait-là, l'auto-apprentissage fait que vous n'aurez pas besoin systématiquement de retourner pour aller voir et dire bah, ça va être un modèle de tel type. C'est lui qui va automatiquement détecter que c'est cette typologie de situation dans laquelle il est. C'est le fameux principe de contextualisation, c'est-à-dire que quelque part, le modèle va être auto-adaptatif en fonction du contexte.
Et enfin, le système, toujours pareil, c'est une description simplifiée du système, hein, où en fait, on a encore une anomalie, c'est un peu le processus que tu viens de décrire, Olivier. On demande une inspection, on a une intervention ce coup-ci, pure et dure, qui va générer la signature d'un nouveau modèle, à nouveau. Et ce nouveau modèle qui va créer automatiquement un nouvel agent. Donc c'est uniquement par ce renseignement-là et le système s'auto-apprend. Et effectivement, une fois que c'est appris, c'est appris. C'est resté en mémoire et ça restera en mémoire tout le temps du process, l'opération des lignes. Voilà un peu les principes sur lesquels ça marche. Je ne voudrais pas trop rentrer dans le détail parce qu'après on va se perdre un peu dans des conjectures trop techniques. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, le devenir des mainteneurs, quelque part, ça c'est mon point de vue, passe aussi par cet asset management d'un côté et par cette digitalisation. Je te laisse conclure, Olivier. Ouais, donc en fait, la transformation digitale appliquée à la maintenance, c'est avant tout un projet d'entreprise, on l'a évoqué. Hein, c'est quelque chose qui doit être collectif, sinon ça ne fonctionne pas. Et surtout, ça doit être piloté, je dirais ça doit être initié par le management. C'est le retour d'expérience qu'on a. C'est pas seulement de définir ce qu'on souhaite piloter, mais c'est définir aussi comment on souhaite le piloter. C'est pas un projet plug and play. On a vu qu'il y a des phases d'apprentissage, il y a des phases d'évolution. Il faut sélectionner, il faut, je dirais, quantifier nos attentes, définir qu'est-ce qui va être prioritaire. Et puis, c'est quelque chose d'itératif qui va progresser au fil du temps. Donc, ça veut dire que c'est un projet sur plusieurs années qui va de l'équipement d'un asset jusqu'à l'entreprise complète. C'est quelque chose qui normalement nécessite d'être extrêmement vigilant sur l'aspect connexion IoT, donc toute la partie informatique de production et informatique industrielle. L'interconnexion de tout ça nécessite également de réfléchir sur l'infrastructure. On a donc je dirais le canevas avec cette approche. On a le canevas de quel type de projet il faut mettre en place pour garantir qu'à la fin, on puisse utiliser les bons outils d'intelligence artificielle, qu'on puisse avoir les équipes de maintenance mobilisées en bonne compréhension du processus dans lequel on a placé l'entreprise, et surtout créer finalement, avoir l'objectif de créer de la souplesse dans la production, dans la productivité, limiter les arrêts non désirés, anticiper en prédictif justement sur des arrêts programmés, gérer finalement une meilleure efficacité de production et être plus compétitif. Un tout petit mot pour être très pragmatique. Ça peut vous paraître très conceptuel. Ceci dit, la première entreprise qui s'est servie et qui a appliqué ces principes, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que sur nos propres chaînes de production dans une usine en Pologne, à Katowice, vous pouvez y aller si ça vous dit. N'hésitez pas à prendre contact avec Olivier. Nous avons installé ce genre de système, une digitalisation de la maintenance, sur une usine de production qui déjà produisait. Et maintenant, on en est à étendre les productions de cette usine, donc construire un greenfield, une usine toute neuve à côté, où on intègre dès le démarrage ces concepts de digitalisation. Donc, ce n'est pas des mots en l'air, c'est quelque chose qui se pratique aujourd'hui, qui fonctionne. Donc je vous invite à aller les voir, prenez contact avec Olivier, avec moi. Et ça peut être très intéressant de voir justement l'évolution de la deuxième usine qu'on est en train de construire par rapport à la première, dans laquelle on avait déjà mis en place un projet de digitalisation. C'est ce qu'on a appris de la mise en place dans la première usine, quelles conséquences ça va avoir dans le projet sur la deuxième. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, je veux dire, on n'a pas la science absolue. C'est pas parce qu'on a des beaux outils informatiques, c'est pas parce qu'on a la meilleure volonté du monde qu'on fait forcément les choses bien. Donc on a le droit à l'erreur aussi. Et finalement, de nos erreurs, on apprend pour aller encore plus loin. Et je pense que cette expérience de production en Pologne sur la première usine va beaucoup nous servir également pour la deuxième, pour être encore plus performant. Je voulais juste passer également un petit message. Rockwell recrute. On est à la recherche d'un certain nombre de techniciens et d'ingénieurs, et dans les différents domaines techniques de l'automatisme, bien entendu, du software, mais aussi des réseaux. On a parlé de l'infrastructure, de la cybersécurité. Donc on a nous, une entité en France qui travaille sur ce qu'on appelle Network et Security Services. Et je recrute
qui veut bien nous rejoindre. C'est un domaine en pleine expansion avec pas mal d'évolutions de carrière. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous connaissez des gens ou si vous-même êtes intéressé pour venir nous rejoindre. Je vous remercie. À l'Europe aussi. Si vous avez des questions, feel free. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Bruno. Effectivement, des questions, oui. Oui, bonjour. Juste une petite question. Comme vous le disiez, effectivement, les algorithmes pressent beaucoup de data pour commencer à être de plus en plus performants. Est-ce que selon votre expérience, les entreprises sont prêtes à partager du data des entreprises qui ont des chaînes de production similaires pour augmenter l'ensemble de leur algorithme? Alors, je pense que c'est très compliqué entre les différentes entreprises de même secteur. C'est comme si vous demandiez à Mondelez de communiquer avec Nestlé. C'est très compliqué parce qu'il y a évidemment la notion de concurrence et de secret industriel. Par contre, au sein d'une même grosse entreprise, on se rend compte qu'il y a des... on en discutait avant cette conférence. Je vais peut-être laisser Bruno en parler. Oui, c'est dans toute cette démarche-là, si je prends le cas de Rockwell, mais c'est vrai pour n'importe quel autre prestataire de service dans ce domaine-là, on a toujours une NDA, donc une clause de confidentialité qui nous engage. Cette clause nous engage entre l'entreprise Rockwell, son entité Rockwell juridique, et l'entité juridique du client. Ceci dit, nous on va plus loin, c'est qu'on s'engage à avoir cette confidentialité entre l'usine proprement dite et nous-mêmes. C'est-à-dire que même sur les mêmes usines d'un même client, partout sur la planète, on ne divulguera pas les données d'une autre usine. C'est peut-être dommage, c'est vrai, mais d'un autre côté, vu les politiques industrielles de différents groupes, je ne sais pas quel benchmark qu'ils peuvent en faire entre différentes usines, et c'est un jeu dans lequel on ne veut pas mettre les doigts. D'accord ? Donc, il serait intéressant, c'est vrai. On a le cas d'un fabricant de pneumatiques qui n'est pas français, qui nous a demandé une démarche similaire sur l'optimisation des stocks. Mais on est exactement dans la même démarche, dans la même approche. Est-ce que l'on peut partager ? Et c'est eux-mêmes qui nous ont demandé de partager les différents best practices, si j'ose dire, d'une usine avec les autres. Donc là, effectivement, on a les mains beaucoup plus libres, on est beaucoup plus à l'aise. Mais ceci dit, ce n'est pas nous qui allons décider. C'est vraiment le client qui va choisir. N'oubliez pas que nous ne sommes que des soutiens, des supports. On a des contrats qui sont juridiquement très encadrés. Est-ce que ça répond à votre question ? Par contre, dans certains cas, les clients nous demandent en fait des projets clés en main. Ils nous disent, nous on a besoin d'un pilote, c'est vous le pilote, vous allez nous aider, puisque vous avez un retour d'expérience, vous allez nous aider à aller vers la digitalisation, on a sélectionné nos assets prioritaires, donc comme vous avez de l'expérience, vous allez mettre en place le processus et nous accompagner avec les objectifs de l'entreprise. Donc ça, on le met en place, et le retour d'expérience qu'on a là-dessus, on peut nous capitaliser là-dessus, sans forcément partager les datas claires du client. Ce que je veux dire par là, c'est on se nourrit aussi des retours d'expérience, puisque c'est un processus qui a commencé il y a quelques années. La digitalisation, c'est pas si vieux que ça, quoi. Je veux dire, en termes d'exploitation des données, la notion de big data, de qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui l'est pas, etc. Nous, aujourd'hui, on peut et humblement dire qu'on a des retours d'expérience dans des modèles en fonction des typologies d'entreprise. Par contre, on ne partagera pas les données des clients, sauf s'ils sont d'accord pour les partager, mais c'est extrêmement rare. Un tout petit mot pour terminer. Ce qui nous arrive de faire régulièrement, c'est des workshops avec différentes industries qui sont, si possible, pas concurrentielles, évidemment, mais c'est à la demande de ces gens. On prend des... Metal and Mining avec d'automotive et des food and bev par exemple, parce qu'ils ont le même projet de digitalisation. Donc après ils partagent ensemble. Nous on n'est que facilitateurs, nous ne sommes que on met en place, on organise. Après s'ils veulent partager des données, nous on ne peut pas se permettre. Nous on est juridiquement très encadrés. Voilà. En plus on a signé un code d'éthique donc qui ne nous permet pas d'aller trop loin quand même. Par contre, il y a des choses qui sont comme par exemple la protection contre la cybersécurité, enfin la cyberattaque, on va dire, la notion de cybersécurité, c'est quelque chose qu'on peut partager assez facilement et les clients, ils n'hésitent pas à partager parce qu'on parle d'infrastructure informatique, de production et informatique, informatique pure, IT.
on peut faire visiter des sites, il y a des choses qui sont faisables. Bien sûr, on n'accède pas aux données, mais on peut montrer des choses qui fonctionnent ailleurs et prouver que ça marche en termes de cybersécurité, par exemple, mais sans aller jusqu'aux données. En Pologne et ailleurs. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Oui, bonjour. J'aimerais savoir comment vous faites, vous, pour définir les modèles. Vous avez parlé tout à l'heure de modèles, mais encore faut-il les définir. Et quelle est votre méthode? On ne va pas le définir nous-mêmes parce qu'on n'est pas compétent en termes de process, dans tous les process que l'on gère. Pas du tout. C'est vous qui allez définir le modèle. On vous aide à le définir. On vous donne des patterns. On vous supporte. On vous prend la main et on vous dit dans quelle case il faut écrire. Mais en aucun cas, on peut se substituer à l'expertise client. C'est très logique. On ne peut pas. On arrive avec des systèmes entre guillemets paramétrables. C'est sûr qu'après, il faut qu'on en discute, il faut qu'on mette ça à plat. Expliquer tout ce paramétrage, d'autant plus que c'est un processus itératif, ne se fait pas du jour au lendemain. C'est en ça que c'est un projet d'industrie, c'est un projet d'entreprise. Mais on ne définira jamais par nous-mêmes, c'est clair. On a quelques experts, c'est vrai, qui sont très spécialisés, je pense, dans l'automobile. Par exemple, on a des gens qui sont presque aussi compétents que des gens qui travaillent, ça tapose dans l'industrie automobile, c'est clair. Toujours pareil par rapport aux pertes de compétences que ces gens auxquels ces gens ont dû faire face, perte de compétences. Donc il se trouve qu'on avait des gens qui sont venus chez nous, qui ont apporté ce savoir-faire. Tant mieux. Mais on ne le fera jamais, on ne peut pas se mettre à la place d'eux. On va vous aider à paramétrer. Quand on fait de l'optimisation de stock, on ne fera pas à votre place aussi. On va vous fournir des systèmes, des modèles prêts à remplir, entre guillemets. On vous aidera à dire comment on fait pour les remplir. Après, tout dépend des objectifs qui sont fixés. Si vous fixez sur du saving pur et dur ou sur des investissements agressifs, à voir. Après, c'est en fonction de chaque entreprise. Il n'y a pas de copy-paste. Bonjour. Je voulais juste savoir si vous aviez déjà l'expérience de la réalité augmentée dans la maintenance. Alors oui, on est partenaire avec PTC. Pour la petite histoire, Et quelle expérience et Microsoft, mais c'est PTC pour la réalité augmentée. Vous connaissez peut-être Euphoria comme logiciel, qui est un logiciel extrêmement puissant sur la réalité augmentée et qui permet justement d'avoir des stratégies de maintenance avec des gens, là où on avait l'expert en fait à une époque qui est parti à la retraite, admettons qu'on n'a pas remplacé, on va pouvoir mettre effectivement de la réalité augmentée et à travers des logiciels. On peut avoir des lunettes connectées, de l'information qui permet justement de faire des opérations de maintenance, même si on n'est pas l'expert, mais on vous guide dans la façon de faire de la maintenance. Si c'était votre question, la capacité de faire ça avec notre partenaire PTC, qui est plus qu'un partenaire, puisque on a investi 10% dans cette entreprise en tant que Rockwell Automation. Alors, ce sont des projets. Oui, le HoloLens, je pensais les lunettes connectées HoloLens de Microsoft. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce genre de technologie. Donc il y a une espèce de combinaison de l'aspect hardware et processus d'information associé à des logiciels comme Euphoria de réalité augmentée. On considère que la réalité augmentée va être quelque chose qui va exploser en termes d'implémentation dans les services de maintenance, parce que c'est quelque chose qui, comme on disait, c'est de plus en plus complexe, on a de plus en plus de besoins de compétences, on va demander à des gens d'être plus généralistes, et pour être plus généralistes, il leur faut du support et de l'aide. Et aussi, ce dont on parlait tout à l'heure, on diagnostique la panne, mais il y a un moment, il faut avoir un bon modèle pour pouvoir intervenir, même si on n'est pas un expert, pour limiter les temps d'intervention ou la recherche de l'expert. Donc ça va se développer de manière, j'allais dire, exponentielle dans les entreprises maintenant. Et ça ne remet pas en cause la notion de compétence de maintenance, c'est juste que l'organisation du travail de maintenance sera un peu différente, quoi. Très bien. On va laisser la place au prochain intervenant. Si vous avez encore des questions, évidemment, n'hésitez pas. Oui, c'est là. Merci.